Le manoir des Montclair se dressait comme un fantôme de sa gloire passée, perdu dans la brume matinale de la vallée de la Loire. De l'extérieur, ces pierres anciennes murmuraient encore des contes de noblesse, mais à l'intérieur, la vérité était glaciale et silencieuse. Dans le grand salon, la poussière dansait dans les rares rayons de lumière qui perçaient les rideaux lourds et délavés. Se déposant sur des meubles recouverts de draps blancs, tels des spectres attendant un retour qui ne viendrait jamais. Une odeur de renfermé et de bois humides flottait dans l'air, se mêlant au froid qui semblait émaner des murs eux-mêmes. C était un lieu où l'honneur avait été vendu morceau par morceau, où les titres ne servaient plus qu'à masquer la misère. L'atmosphère était lourde, chargée d'une tension palpable, le silence n'étant brisé que par le crépitement faible d'un feu mourant dans l'immense cheminée. Au centre de cette désolation, 3 hommes se faisaient de face. Le comte Arnaud de Montclair, le visage blême et les mains tremblantes, avait l'air d'un roi déchu sur un trône imaginaire. À ses côtés, son fils Julien affichait une arrogance déplacée, un mépris à peine voilé pour la scène qui se jouait. En face d'eux, Victor Lefebvre était un roc. Cet homme, dont la fortune avait été bâtie à la sueur de son front, contrastait violemment avec la noblesse décadente qui l'entourait. Ses mains calleuses reposaient sur ses genoux, son regard perçant ne sciait pas. Et puis, dans un coin sombre, près de la fenêtre, se tenait Adèle. Vêtue d'une robe sombre et simple, elle s'efforçait de disparaître dans l'ombre, comme elle l'avait toujours fait. Elle était l'objet de cette réunion, une marchandise silencieuse dont le destin se négociait sans qu'on lui adresse la parole. La voix du comte, brisée par le désespoir, résonna finalement dans le silence glacial. « Monsieur Lefebvre, mes dettes S élèvent à 250 000 €. Je ne peux vous payer, mais j'ai autre chose à vous offrir. » Ses yeux fuyants se posèrent un instant sur sa fille, sans une once de chaleur. Julien ricana doucement, ajoutant avec un dédain cruel « Prenez-la, en échange, la dette est effacée. C'est un petit prix à payer pour la sauver de la ruine avec nous. » Et chaque mot fut une lame qui s'enfonça dans le cœur d'Adèle. Elle ne baissa pas la tête, mais fixa un point invisible sur la tapisserie élimée en face d'elle. Elle sentit le rouge lui monter aux joues, une chaleur de honte qui combattait le froid de la pièce. Elle était habituée à leur cruauté, mais l'entendre formuler comme une simple transaction commerciale devant un étranger était une nouvelle forme de supplice. Le silence qui suivit fut plus lourd encore. Le comte et son fils attendaient, convaincus que leur offre serait rejetée avec mépris. Mais le regard de Victor Lefebvre avait quitté le père pour se poser sur Adèle. Il ne voyait pas le fardeau qu'on lui décrivait, ni le petit prix à payer. Il vit la dignité dans sa posture, la force silencieuse dans son regard qui refusait de verser une larme, et une noblesse des âmes que ni l'argent ni les titres ne pouvaient acheter. Une profonde indignation monta en lui, non pas contre la proposition, mais contre la cruauté de ces hommes. Lentement, il hocha la tête, un seul mouvement bref et décisif. D'accord, sa voix était grave, scellant le destin de tous. C'est dans ces moments d'injustice qu'on se sent le plus seul. Si cette histoire résonne en vous, votre abonnement nous aide à continuer de partager des témoignages qui méritent d'être entendus. Le trajet en voiture depuis le manoir des Montclair se fit dans un silence presque absolu, une bulle de quiétude qui contrastait violemment avec la tempête qui faisait rage dans l'esprit d'Adèle. Assise sur le cuir souple du siège passager, elle n'osait ni bouger ni regarder Victor. Ses mains, crispées sur son sac usé, étaient le seul témoignage de son angoisse. Dehors, le paysage défilait, passant des terres négligées et des clôtures brisées qui entouraient sa maison à des champs verdoyants, des vignobles méticuleusement entretenus et des allées bordées d'arbres centenaires. Chaque kilomètre la transportait plus loin de la seule vie qu'elle avait connue, une existence de solitude et de mépris pour l'emmener vers un avenir inconnu, acheté et payé. Elle se sentait comme un colis fragile, une marchandise livrée à son nouveau propriétaire, sans voix ni volonté propre.
Le domaine de Victor Lefebvre n'était pas un château ostentatoire, mais une vaste et belle demeure en pierre de taille, vivante et chaleureuse. Des fleurs colorées débordaient des jardinières, et la lumière du soleil semblait s'attarder sur les murs comme pour les bénir. Était un lieu qui respirait le travail, le respect et la prospérité. En descendant de la voiture, Adèle fut frappée par l'ordre et la propreté qui régnaient partout. Un contraste saisissant avec la poussière et l'abandon du manoir de son père. Elle se sentait terriblement déplacée, une tache sombre dans ce tableau lumineux. Elle s'attendait à être conduite par une porte de service, à être logée dans une chambre d'employé, mais Victor la mena vers l'entrée principale, ouvrant lui-même la lourde porte en chêne pour la laisser passer la première. Ce simple geste de courtoisie la déstabilisa plus que n'importe quelle parole. À l'intérieur, une femme d'âge mûr, à l'allure bienveillante, les attendait. Victor la présenta simplement. « Madame Dubois, voici mademoiselle de Montclair. Elle est notre invitée. Veuillez la conduire à la chambre d'amis principale et assurez-vous qu'elle ne manque de rien. » Le mot « invitée » résonna étrangement aux oreilles d'Adèle. Hélène n'était pas une épouse, ni une servante, mais une invitée. Madame Dubois lui sourit avec une gentillesse sincère, sans la moindre trace de pitié ou de curiosité déplacée dans son regard. Elle prit le petit sac d'Adèle des mains de Victor et la guida à l'étage, à travers un escalier baigné de lumière. Adèle suivait en silence, le cœur battant, se demandant si tout cela n'était pas une sorte de jeu cruel, un prélude à une humiliation encore plus grande que celle qu'elle avait déjà subie. La chambre était magnifique, spacieuse et aérée, avec de grandes fenêtres donnant sur les jardins. Un lit confortable aux draps blancs immaculés l'attendait, et un petit bouquet de fleurs sauvages avait été posé sur la table de chevet. Était plus d'attention qu'elle n'en avait jamais reçue de toute sa vie. Pourtant, en se voyant dans le grand miroir de l'armoire, elle sursauta. Son reflet lui renvoya l'image d'une jeune femme au visage bouffi par des larmes rentrées, vêtue d'une robe terne et mal coupée. Les paroles de son frère Julien lui revinrent en mémoire, aussi vives et cruelles que s'il les prononçait à cet instant même. Qui voudrait d'une chose pareille? Tu es une honte pour notre nom. Elle se détourna vivement du miroir, le souffle court, convaincue qu'elle ne méritait pas ce lieu. Les premiers jours furent un supplice silencieux. Adèle passait ses journées dans sa chambre, ne sortant que pour les repas, qu'elle mangeait à peine. Chaque bouchée lui semblait être un vol. Chaque nuit passée dans ce lit confortable, un privilège immérité. Les souvenirs de son passé la hantaient. Elle se revoyait enfant, essayant de montrer un dessein à son père qu'il avait ignoré pour se replonger dans ses registres de contes. Elle se souvenait des fêtes où elle devait rester cachée à l'étage pour ne pas gêner les invités par sa présence. Elle avait été élevée pour se croire invisible, pour se considérer comme un fardeau. Cette conviction était si profondément ancrée en elle qu'elle ne parvenait pas à comprendre la gentillesse de Victor, la prenant pour une forme de pitié calculée ou, pire, d'indifférence polie. Victor, de son côté, observait sa nouvelle invitée avec une patience infinie. Il comprenait que les blessures de âme ne guérissaient pas en un jour. Il ne la força jamais à parler, ne lui posa aucune question intrusive. Au lieu de cela, il commença à l'inclure subtilement dans sa vie. Un soir, au dîner, il lui parla des difficultés qu'il rencontrait avec une nouvelle culture de blé, lui expliquant les détails techniques avec un respect total pour son intelligence. Un autre jour, il lui demanda son avis sur l'aménagement d'un nouveau parterre de fleurs près de la terrasse, écoutant attentivement sa suggestion timide de planter des lavandes et des roses anciennes. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un valorisait son opinion. Ces petits gestes étaient comme des gouttes d'eau sur une terre aride, commençant lentement à fissurer la carapace de sa méfiance. Elle commença à oser sortir de sa chambre, explorant timidement la maison, puis les jardins. Elle découvrit une immense bibliothèque remplie de livres anciens et se perdit dans leurs pages pendant des heures. Un après-midi, Victor la trouva là, absorbée dans un vieil ouvrage de botanique. Il ne la dérangea pas, mais revint plus tard avec une tasse de thé
et s'assit dans un fauteuil en face d'elle, lisant son propre livre. Ils passèrent ainsi près de 2 heures, dans un silence partagé qui était plus réconfortant que n'importe quelle conversation. Adèle sentit quelque chose se détendre en elle, une tension qu'elle portait depuis des années. Elle leva les yeux vers lui et, pour la première fois, elle ne vit pas un créancier ou un propriétaire, mais simplement un homme, calme et solide. Un matin, alors qu'elle se promenait près des écuries, elle vit Victor avec un jeune poulain qui s'était blessé à la patte. La puissance de cet homme contrastait avec l'infinie douceur avec laquelle il pansait la blessure de l'animal, lui parlant d'une voix basse et apaisante. Le poulain, d'abord effrayé, se calma sous ses mains expertes. Adèle resta à distance, le cœur serré par une émotion nouvelle et déroutante. Était un mélange de surprise, d'admiration et d'une minuscule étincelle d'espoir. Voir une telle bonté après tant de cruauté peut vous briser le cœur, ou commencer à le guérir. Si vous croyez à la force de la compassion pour changer une vie, votre abonnement nous permet de continuer à partager ces témoignages de résilience. Cependant, le monde extérieur ne tarda pas à s'immiscer dans leur bulle fragile. Lors d'une rare sortie au village voisin pour le marché, Adèle sentit le poids des regards sur elle. Les chuchotements la suivaient comme une ombre. C'est la fille Montclair, vendue pour éponger les dettes de son père. Pauvre homme, Lefebvre, il a dû être bien désespéré. Chaque mot était une piqûre de rappel, la ramenant à sa condition. Victor sentit Adèle se raidir à ses côtés. Sans un mot, il passa un bras protecteur autour de ses épaules. Un geste qui se voulait à la fois un soutien pour elle et un défi pour les mauvaises langues. Mais le mal était fait. La honte qu'elle avait commencé à oublier revint la submerger. La véritable menace ne venait cependant pas des commérages locaux, mais de sa propre famille. Une semaine plus tard, une lettre arriva portant le sceau des Montclair. Elle, écriture élégante et arrogante sur l'enveloppe, était sans équivoque celle de son frère, Julien. Le cœur d'Adèle se glaça. Elle prit la lettre avec des mains tremblantes et la cacha au fond d'un tiroir, incapable de l'ouvrir. Elle savait que rien de bon ne pouvait en sortir. Julien N. écrivait jamais sans raison, et ses raisons étaient toujours égoïstes et cruelles. La paix qu'elle avait commencé à construire semblait soudain aussi fragile qu'un château de cartes, menacé par le souffle empoisonné de son passé. La peur était de retour, plus intense que jamais. Ce soir-là, Adèle ne toucha pas à son dîner. Victor remarqua son air absent et la pâleur de son visage. Après le repas, il la trouva dans le salon, assise devant la cheminée éteinte, fixant les cendres froides. Il devina la cause de son tourment. Il ne lui demanda pas ce que contenait la lettre, sachant qu'elle lui en parlerait si elle le pouvait. Au lieu de cela, il alluma un feu dans elle âtre, et la chaleur des flammes commença doucement à chasser le froid de la pièce. Il s'assit non loin d'elle, dans un silence respectueux, sa simple présence devenant un rempart contre les fantômes qui la hantaient. Il lui faisait comprendre, sans un mot, qu'elle n'était plus seule pour affronter la tempête qui s'annonçait. Le lendemain, son angoisse atteignit son paroxysme. Alors qu'elle tentait de trouver du réconfort dans le jardin, elle entendit le bruit d'une voiture arrivant à vive allure dans l'allée principale. Ce N n'était pas le véhicule familier de Victor. Une voiture de sport tape à l'œil. D'un rouge arrogant se gara brutalement devant le perron. Son frère Julien en sortit, un sourire méprisant aux lèvres. Il l'avait retrouvé. Il n'était pas venu pour prendre de ses nouvelles, mais pour réclamer sa part du gâteau, ou peut-être simplement pour le plaisir de détruire le peu de bonheur qu'elle avait pu trouver. Pour Adèle, était la fin de la trêve. Le passé, dans sa forme la plus brutale, venait de frapper à sa porte, prêt à tout anéantir sur son passage. Julien trouva Adèle dans le grand salon, l'endroit même où elle commençait à se sentir en sécurité. Il ne perdit pas de temps en salutations. Son regard balaya la pièce avec un dédain affecté, avant de se poser sur elle, un sourire cruel étirant ses lèvres fines. « Ma chère sœur, je vois que tu t'es bien installée. Ce paysan enrichi a-t-il au moins le bon goût de te nourrir convenablement ?» Il s'approcha.
sa présence emplissant l'espace d'une familiarité toxique. Ne crois pas que tu as gagné quoi que ce soit, tu restes la même chose qu'avant, un fardeau que nous avons eu la chance de monnayer. Dis-moi, combien de temps avant qu'il ne se lasse de toi et te jette dehors? Chaque mot était un poison qu'il lui avait administré toute sa vie, et Adèle sentit le sol se dérober sous ses pieds, les murs de sa nouvelle confiance s'effritant comme de la vieille pierre. C'est à cet instant que Victor entra. Il ne fit aucun bruit, mais sa simple présence changea la dynamique de la pièce. Il vit le sourire triomphant de Julien et le visage dévasté d'Adèle, et il comprit tout en une fraction de seconde. Une froideur mortelle s'installa dans son regard. Sa voix, quand il parla, était basse, mais elle tranchait l'air comme une lame d'acier. « Sortez de chez moi !» Julien se tourna, surpris, puis éclata d'un rire méprisant. « Je ne fais que discuter avec ma sœur, à moins que vous n'ayez acheté le droit de lui parler aussi. » Il fit un pas vers Victor, le défiant ouvertement. « Vous avez peut-être acheté son corps, Lefebvre, mais son sang reste celui d'une Montclair, une chose que votre argent ne pourra jamais vous offrir. » La provocation était directe, conçue pour humilier non seulement Adèle, mais aussi l'homme qui l'avait accueillie. La fureur de Victor éclata, mais ce ne fut pas une colère aveugle. Était une force concentrée, une indignation pure qui semblait faire vibrer la pièce. Il s'avança jusqu'à se tenir entre Julien et Adèle, la protégeant de son corps comme un bouclier. Son sang. Vous osez parler de son sang, alors que vous l'avez empoisonné avec votre cruauté depuis son enfance. Sa voix monta en puissance, chaque mot chargé d'une conviction absolue. Vous ne voyez rien. Vous regardez cette femme, et vous ne voyez qu'une enveloppe que vous méprisez. Moi, je vois la femme la plus précieuse que j'ai jamais rencontrée. Sa beauté ne se trouve pas là où des yeux vides comme les vôtres la cherchent. Elle est dans son âme, dans sa bonté, dans la force silencieuse avec laquelle elle a enduré des êtres comme vous. Alors, oui, je l'aime entièrement, avec une adoration que vous ne connaîtrez jamais. Les mots de Victor frappèrent Adèle avec plus de force que toutes les insultes de Julien. Ce haine n'était pas de la pitié. Ce haine n'était pas une défense par principe. Était une déclaration, une vérité brute et magnifique qui balayait des années de doute et de haine de soi. Elle leva les yeux vers lui, et pour la première fois, elle ne vit pas seulement un protecteur, mais un homme qui la voyait, qui la comprenait dans son intégralité. Les larmes qui montèrent à ses yeux n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de libération. Une chaleur intense se propagea dans sa poitrine, faisant fondre la glace qui emprisonnait son cœur depuis si longtemps. Elle se tenait plus droite, le souffle plus ample. Elle n'était plus un objet de transaction, elle était aimée. Être véritablement vue par quelqu'un, après une vie passée dans l'ombre, est une force capable de tout reconstruire. Si vous comprenez le pouvoir de ce regard, votre soutien en vous abonnant nous aide à continuer de partager ces moments de transformation. Face à cette union inébranlable, Julien parut soudain petit et pathétique. Son arrogance était évaporée, remplacée par une incrédulité rageuse. Victor ne lui laissa pas le temps de répliquer. Il le saisit fermement par le bras et le conduisit sans ménagement vers la porte d'entrée. « Maintenant, partez. Et si jamais vous vous approchez à nouveau d'elle ou de ma propriété, vous découvrirez que mes terres sont vastes et que l'on peut facilement s'y perdre, définitivement. » La menace était claire, sans appel. Il poussa Julien dehors et referma la lourde porte en chêne, scellant le passé à l'extérieur. Un silence profond s'installa dans le salon, mais il était plus oppressant. Était un silence de paix, de commencement. Victor se tourna vers Adèle. Elle n'avait pas bougé, mais tout en elle avait changé. Dans son regard, il n'y avait plus de peur, seulement une gratitude infinie et la promesse d'un avenir qu'ils allaient construire ensemble. Les semaines qui suivirent se déroulèrent dans une quiétude nouvelle, une sorte de paix sacrée que ni l'un ni l'autre n'osait troubler par des mots superflus. Leur amour n'avait pas besoin de grandes déclarations. Il s'était forgé dans le silence, la confiance et le respect mutuel.
Leur mariage ne fut pas une grande cérémonie mondaine, mais un engagement intime, célébré dans le jardin du domaine, entouré seulement de Madame Dubois et de quelques employés fidèles, qui étaient devenus leur véritable famille. Adèle portait une robe simple de couleur crème qui mettait en lumière l'éclat de ses yeux, enfin libérés de la tristesse. En échangeant leurs vœux, elle ne vit dans le regard de Victor aucune trace de l'accord commercial qui les avait réunis, mais seulement la promesse d'un avenir où elle serait chérie pour ce qu'elle était. Était la fin de sa survie et le début de sa vie, une renaissance douce et lumineuse sous le soleil de la Loire. Avec le temps, Adèle S. épanouie. L'ombre qui l'avait si longtemps enveloppée se dissipa pour laisser place à une femme rayonnante et pleine d'assurance. Les robes sombres et informes furent remplacées par des tenues aux couleurs vives qui reflétaient sa joie de vivre. Son rire, autrefois si rare, résonnait désormais souvent dans les couloirs du domaine. Elle prit sa place de maîtresse de maison avec une grâce et une compétence naturelles, gérant les affaires avec une intelligence et une compassion qui lui valurent le respect et l'affection de tous. Elle ne chercha jamais à effacer son passé, mais elle ne le laissa plus la définir. La jeune femme obèse et invisible, traitée comme un fardeau par sa propre famille, était devenue une force tranquille, une âme généreuse, dont la présence illuminait la vie de ceux qui l'entouraient, et surtout celle de Victor, qui la regardait chaque jour avec un amour et une admiration renouvelés. Forte de sa propre transformation, Adèle ressentit le besoin profond de donner un sens à ses anciennes souffrances. Elle ne voulait pas que son histoire soit seulement un conte de fées personnel, mais une source d'espoir pour d'autres. Avec le soutien inconditionnel de Victor, elle créa une fondation dédiée à l'aide des jeunes victimes de harcèlement et de dévalorisation familiale. La fondation La Voix du Cœur offrait un soutien psychologique, des ateliers de confiance en soi et des bourses pour aider ces jeunes à construire leur propre avenir, loin de la toxicité de leur environnement. Adèle s'investit corps et âme dans ce projet, utilisant sa propre expérience non pas comme une blessure, mais comme un outil pour comprendre et guérir les autres. Elle prouvait ainsi que la plus grande victoire sur la cruauté haine n'était pas la vengeance, mais la construction d'un monde plus bienveillant. 5 ans plus tard, le domaine Lefebvre était plus vivant que jamais. Un petit garçon aux yeux rieurs de son père et au sourire doux de sa mère courait dans les allées du jardin, poursuivant les papillons. Adèle, le regardant jouer depuis la terrasse, était l'image même du bonheur accompli. Victor s'approcha et posa sa main sur son épaule, son regard rempli de la même adoration silencieuse que le jour où il l'avait vue pour la première fois dans le salon décrépit du manoir Montclair. Il n'avait pas seulement sauvé une jeune femme de la misère, elle lui avait offert la famille et la chaleur qu'il n'avait jamais osé espérer. Leur histoire nous rappelle que même dans l'obscurité la plus profonde, une seule main tendue peut tout changer. C'est pour continuer de partager ces témoignages de résilience et de bonté que votre soutien par un simple abonnement est si essentiel.